Bonjour à tous, bonjour à tous les participants. Je vois qu'il y a déjà une soixantaine de personnes qui sont connectées sur le site pour assister à cette réunion. Donc, je crois que tout a été dit par Jean-François et Pablo. Nous sommes tous très heureux d'être là et on remercie vraiment Jean-François et toute son organisation pour avoir fait que MESH puisse exister cette année et avoir maintenu ce magnifique programme. Alors, cette première séance va être consacrée aux études du Club Ernie. Elle sera modérée par Laurent Bressler, Éric Magne, Olivier Oberlin et Benoît Romain. Et je crois qu'on a déjà pris un petit peu de retard, donc on va démarrer tout de suite en donnant la parole chers amis, chers à confrères confinés, Florent Jurzac, qui va nous parler de la prévention des éventrations après fermeture d'iléostomie par prothèse synthétique lentement résorbable. Voilà, Éric, tu as la parole. chers amis, chers confrères confinés, j'ai l'honneur d'ouvrir ce congrès virtuel du Club Ernie, premier du genre, et nous espérons tous le dernier pour nous retrouver ensemble à Paris en 2021. Un grand merci tout d'abord aux organisateurs et en particulier Jean-François Gillion pour leur persévérance dans le contexte sanitaire actuel. L'objectif de ce travail est d'analyser le comportement d'une prothèse lentement et totalement résorbable en milieu propre contaminé et d'apprécier le taux d'éventration après fermeture d'iléostomie. Le taux d'éventration après fermeture d'iléostomie est sans doute minoré. En effet, on prend en charge des patients dans le cadre d'une pathologie lourde, cancéreuse ou inflammatoire. Ce n'est pas la priorité du praticien ni du patient et l'éventration est souvent négligée. Deuxième chose, est-elle clinique ou radiologique? L'incidence du taux d'éventration après fermeture de stomie, quel que soit le type, colostomie ou ilostomie, est élevée, plus de 30%. Il semblerait-il moins élevé après rétablissement d'iléostomie, au-dessus de 10% dans la majorité des études, pouvant aller jusqu'à 24% dans certaines d'entre elles. Une étude a montré l'efficacité de la mise en place d'une prothèse biologique en prévention des éventrations, réduisant de façon très importante le taux d'éventration, sans comorbidité additionnelle, avec un suivi scanographique à 1 an. Dans notre étude, nous utilisons une prothèse Phasix en monofilament synthétique de P4HB, complètement et lentement résorbable, permettant d'obtenir, au bout de 12 à 18 mois, un tissu cicatriciel de qualité afin d'éviter des éventrations secondaires. Le but de ce travail est d'apprécier le taux d'éventration selon cette technique, de vérifier l'absence de comorbidité liée à la mise en place de cette prothèse en intrapariétal. Il s'agit d'une étude à partir du registre du Club Ernie, avec un suivi de la morbidité à 1 mois, puis clinique et scanographique à 1 an, 2 ans et 5 ans. Voici un scanner montrant une paroi cicatricielle sans individualiser la prothèse, que l'on ne voit pas, puisqu'elle se résorbe, donnant un tissu cicatriciel. À ce niveau, et dans ce contexte particulier d'éventration récidivante, on retrouve une prothèse intrapéritonéale parfaitement visible. La prothèse de P4HB n'est pas visible. On retrouve un tissu cicatriciel au niveau des flèches associé à la plastie aponévrotique. Nous avons pu récupérer 80 dossiers de patients ayant bénéficié de cette prise en charge. Patients assez âgés, plus souvent des hommes, ayant des comorbidités, le plus souvent liées à leur pathologie maligne. Ils présentent des facteurs de risque d'éventration secondaire, antécédents de hernie d'éventration, toux chronique, constipation, radiochimiothérapie, traitement anticoagulant et surtout corticothérapie. La prothèse est mise en place en intrapariétal avec le plus souvent une antibioprophylaxie,
un overlap d'au moins 3 à 5 cm et une fixation à la discrétion du praticien. La prothèse est en position soit rétromusculaire, soit prépéritonéale, avec un aspect de prothèse synthétique classique, pouvant être redécoupée et manipulée de façon habituelle. La fermeture cutanée reste à la discrétion du praticien. Les suites opératoires ont été marquées par 2 rétentions aiguës d'urine et 3 occlusions totalement indépendantes de l'acte pariétal, 2 infections périprothétiques, soit 2,5%. Le reste des complications sont liées au geste de rétablissement. Les réinterventions, on peut noter que l'hémorragie pariétale peut être liée au décollement pariétal pour la mise en place de la prothèse et une évacuation de collection périprothétique et soins locaux. 61 patients ont un suivi de plus de 14 mois, soit un suivi moyen de 28 mois, et donc une disparition de l'effet mécanique de la prothèse qui est remplacée par un tissu cicatriciel. Il s'agit des mêmes patients, avec les mêmes facteurs de risque, des complications du site opératoire identiques bien sûr, et des complications tardives à type d'éventration opérée à 2 reprises et ablation de prothèse pour un sinus chronique à 1 reprise. On note également une éventration purement radiologique, asymptomatique et non opérée, soit un total de 5% d'éventration avec un suivi, je vous le rappelle, moyen de 28 mois. Lorsqu'on prend les dossiers de ces 4 patients particuliers, la patiente numéro 1, 74 ans, BMI 34, avait un écoulement à un sinus chronique qui a motivé l'ablation de la prothèse, qui n'était pas totalement résorbée. Une patiente, un BMI 18 et une faiblesse pariétale globale, présente une récidive et une éventration radiologique sans symptômes, une paroi très faible. Elle n'a pas été opérée. Un patient de 74 ans présente une récidive précoce. Il y a un défaut de couverture, puisqu'il existait une prothèse en place et un tissu fibreux de bonne qualité, mais une couverture insuffisante et qui a nécessité une reprise. Et un patient qui a présenté une récidive alors qu'il a pris 35 kg en post-opératoire, pouvant expliquer l'éventration secondaire. Voici une éventration secondaire et on ne retrouve pas la prothèse qui est parfaitement digérée et remplacée par le tissu cicatriciel. La mise en place d'une prothèse prophylactique complètement résorbable n'augmente donc pas les comorbidités du site opératoire de façon particulière, mais permet d'obtenir une baisse significative du taux d'éventration, puisque nous sommes à 5%, donc un taux d'éventration divisé par 2 par rapport à ce que nous retrouvons dans la littérature. Le suivi va être bien sûr poursuivi dans les mois à venir. Protégez-vous bien et je vous donne rendez-vous en 2021 à Paris. Merci à tous. Donc maintenant, nous allons voir la seconde présentation du docteur Niki Christou de Limoges sur les facteurs de risque d'infection du site opératoire après cure de hernie inguinale programmée. Dear President, dear moderators, dear all, I would like first to thank you for giving me the opportunity to present you this study entitled Risk Factors of Surgical Site Infection, SSI, after Groin Hernia Repair, GHR, linked to the Club Hernie Registry, and I thank all the members of the Club Hernie Registry for that study. I declare first no conflict of interest. Groin hernia repair, or GHR, is the most frequent intervention performed in elective general surgery worldwide. And we find around 4 to 5% of surgical site infection SSIs after GHR. And few studies in the literature focused on the relevant risk factors of SSIs after GHR. In fact, figures are low and rank from around 1% to 5%. And thanks to a high number of patients involved in these studies, different SSI risk factors have been demonstrated.
However, these results are hardly generalizable after scheduled GHR due to selection bias. The aim, the objective of our study was, as a consequence, to specifically study the incidence and risk factors of SSIs in recent elective GHR. The main outcomes was SSIs rates according to patients, but also MESH's characteristics within 1 year postoperatively. The secondary outcomes were risk factors of SSIs. So the methodology of our study, it was a French multi-center one with data gathered prospectively on SSIs and related risk factors thanks to the Club Hernia registry. Criteria of inclusion were all patients over 16 years old who were operated on from GHR between 2012 and 2019. First, results on patients' characteristics. We found around 21,976 patients who were operated from elective GHR. And only 57 patients, that is to say 0.26%, had a SSI. Patients' mean age was around 65 years old, and they were predominantly males. ASA score were low, more than 50% lower than ASA score 2. And the BMI score found were high, for more than 50% higher than 20, that is to say overweight or obese patients. And when we compare the two groups of patients with and without SSIs, we found that considering the wound healing factors, there were no differences and they were comparable concerning these factors. Secondly, the results focused on surgical characteristics. We had around 94% size operated with a mesh, 54% sites were operated laparoscopically, and surgery for recurrences was performed in around 7% of sites. MESH's characteristics were polyester, polypropylene, PTFE meshes, and with micro and macroporous meshes, but most of the time, and more than 50% of the cohort presented, in fact, a mesh of polyester of polypropylene, that is to say, macroporous meshes. And when we compare the two groups, patients with and without meshes, with and without SSIs, we found that they were comparable on surgical characteristics. There were no differences between the two groups. We performed after that a univariate analysis focused on risk factors of SSIs and focusing on patients first. We didn't find any significant differences for either patients or surgical factors. And focusing on sites with a mesh, there was no significant differences with surgical factors with higher rates of SSIs. Just one important thing to notice is that for polypropylene mesh, there was a tendency of higher rates of SSIs, around 0.25%. And with a P close to the significativity. We then may perform the multivariate analysis for risk factor of SSIs on the macroporous mesh group, as it was the predominant group, and we made it after adjustment on BMI, smoking status, neuropathy infiltration, and type of surgery. And there was no difference in SSI risk, but just an important thing to highlight, that is to say for overweight patient and polypropylene mesh use, there was a tendency of higher rates of SSI.
Consequently, we had here a French multi-center study with around 0.26% of SSIs within a cohort of around 22,000 patients. It's the first one analyzing prospectively scheduled elective surgery and surgery classified as clean without any bone contamination. In the literature, we have just studies of randomized controlled trials with the use of antibioprophylaxis. And in these studies, the SSI rates after GHR are much higher than our results. And we can explain that because of the specialization of the centers and the fact that they were high volume centers. We didn't find any risk factors in our study for SSIs, whereas we had 18 parameters checked. In this very specific topic focused on GHR and SSI risks, the literature in fact is quite poor. And when we analyze them, we can see that most of the time there were only patients' predictive factors of SSIs which are studied. Contrary to our study, where the main advantage was aiming to determine which mesh characteristic would probably impact on SSI rates. And we didn't find any specific mesh features impact of SSI risk, only just a tendency toward less SSIs with polyester macroporous mesh. And we can explain that due to the very low incidence of SSI, despite the large number of cases in our series. And we can say that we have to consider in our work of a type 2 error. In conclusion, we can say that our study specifically focused on elective GHR, contrary to most of the literature, which combines the different types of hernia repair and level of emergency. And despite more than 20,000 patients included, only 57 patients with SSIs were found, and the SSI's risk factors were not highlighted. These results suggest first that anatomically speaking, this intervention is at low risk of SSI. And then it is the first clinical study that did not only analyze patients related risk factors of SSIs after GHR, but also mesh-related factors. And there was a tendency toward higher SSIs with polypropylene meshes uses. But all these results need further evaluation, as SSIs have a significant impact on our healthcare system, economy, and patients' quality of life, and because we know that meshes use is an ever-increasing phenomenon worldwide. Thank you very much for your attention, and I would like to thank you all the Club Hernia. Thank you very much. Bien, merci beaucoup, Dr Christou, pour cette présentation. Je pense que nous sommes tous soulagés de voir un si faible taux d'infection du site opératoire. 0,26%, c'est magnifique, puisque c'est vrai que l'infection est une de nos bêtes noires dès lors qu'on met une prothèse. On avait eu avant donc la présentation de Florence Jursac autour de la prévention des éventrations sur site de stomie. Là encore, avec l'inquiétude toujours de la contamination du site opératoire et des mèches. Je rappelle à chacun d'entre vous que vous pouvez faire vos commentaires ou poser vos questions. Ce n'est pas forcément des questions, hein, mais vous avez des réactions, des avis, des expériences, des lectures peut-être à opposer ou à conforter, ou pour conforter ce qui a été dit. Donc, vous avez sur le site en ligne l'endroit où vous pouvez écrire vos commentaires au fil des séances. Et puis, l'ensemble des présentations vont être discutées à la fin. Voilà. D'ailleurs, Pablo, je te coupe 2 secondes pour dire qu'il y a 2 questions déjà là qui se c'est bien. Donc, pour la poursuite de la séance, donc le modérateur suivant va être Olivier Oberlin qui doit nous présenter, nous introduire la présentation suivante. Merci Olivier.
Bonjour à tous. I will introduce Professor Dieter Berger, the first representative of the German team joining the MESH Congress this year. We are very happy to have them, of course. They, as opposite to what you introduced, Pablo, are much more specialized into abdominal wall surgery, and Dr. Dieter Berger is one of the representatives of the abdominal wall surgeons from Germany. He's starting now 4 communications, the first of 4 communications, speaking only about ventral hernia repair, with the new fashion that is to try to put the prosthesis into the retromuscular space. Is it a fashion, or is the IPOM still have a place in this surgery? We are kind of seeing an IPOM bashing lately, because it seems to be very fashion that the prosthesis must be in the retromuscular space. As much as I'm concerned in robotic hernia repair, I believe this is a very good position for the prosthesis, but IPOM probably still has a place, and I'm very happy to introduce Dr. Dieter Berger to prove us this. Thank you very much, ladies and gentlemen, Mr. Chairman. I'm quite happy to have the opportunity to talk about the role of lap IPOM and open IPOM. But I must say, I think still the gold standard, this is the wrong question, because the gold standard is defined as a standard which is based on a standardized procedure. And if you look on ventral hernias, we do not have a really standardized procedure. Laparoscopic IPOM and open IPOM, what's the topic we talk about? We had primary and ventral hernias as well as secondary ventral hernias and other problems associated with different hernia kinds. Comorbidity is different, and the surgical technique is not standardized at all at the moment. The last point, I would like to recall the Physamesh disaster during lap IPOM procedures concerns the surgical material. And this is the first point of my presentation. If you look what happens with polypropylene in patients in comparison with PVDF-based meshes, you see that the polypropylene meshes are degraded in the long term when they are implanted in the patient. This does not occur with PVDF-based meshes, polyvinylidene fluoride-based meshes, which I use since 16 years now. And this is also shown with different microscopic techniques. You see the detachment of the surface as well as the degradation and the break of the surface. Once more, this fact, and the polypropylene meshes are not only or are also degraded if you look on the titanized polypropylene meshes. Again, PVDF seems to be much better than the polypropylene meshes. Concerning open IPOM and laparoscopic IPOM, there's one very good paper, not only one, but this is a quite recent, very good paper from a Swiss group. They compared really comparable patients, 96 laparoscopic IPOM against 48 open IPOM patients. And what they found is that the recurrence rate is not different, but the main difference concerns the rate of surgical site infections. This is really much higher in patients after open IPOM procedures. And this is shown also in this table. I think I can pass the table. And at the end, the colleagues concluded that the laparoscopic IPOM is should be the preferred technique and not the open IPOM because of the high
rate of surgical site infections and perioperative complications as well. When we talk about the role of laparoscopic IPOM concerning the short-term morbidity, I like to concentrate on the ACS NASGroup database because the data are very well documented, and they recruit a lot of patients. Such in this study, 117,000 patients, 22% have done by laparoscopic approaches, and they look for the perioperative morbidity, 30-day morbidity, and of course, they compare comparable patients by using logistic regression. And in this, this table shows that the use of open procedure is a major risk factor of increased perioperative morbidity. This is the main conclusion from this study. The use of laparoscopy can, in this study with 117,000 patients, significantly reduce the rate of reoperation, pulmonary complications, renal insufficiency, sepsis, and of course, superficial and deep wound infections. This is also true if you use laparoscopy in emergency cases. I would like to show you 3 studies of the last years, and they consistently show that you can achieve a reduced surgical site infection if you use the laparoscopic approach. Also in these emergency cases with incarcerated and strangulated hernias. The long-term recurrence and complications are very well documented by an analysis of the Danish hernia database. This database is compared with the National Patient Registry, so we had a 100% follow-up. The outcome parameters of this study were the risk of reoperation due to recurrence or any mesh-related complication after 5 years, and 3,200 patients were included in the study. These are the characteristics of the patients, but the most important thing is the risk of complication, and what you see is that laparoscopy increases the risk of major complications due to bowel obstruction in the long term. This is increased by double compared with open mesh repair. Clinically important complications are much higher, again, doubled in the open procedures compared with laparoscopic procedures, again, mainly due, but not only, to the surgical site infections and the sinus tract. So what the study clearly show is that the reoperation for recurrence is highest when you use open surgery with only suture-based, suture-based techniques compared to open and laparoscopic mesh-based surgeries. But nevertheless, the incidence of complications is highest in open surgery and lowest in laparoscopic surgery. A last problem concerning standardization of the laparoscopic IPOM approach concerns the defect closure, the laparoscopic IPOM plus procedure. We have some studies, but only really one very good study. And this is the study of Christopherson, published in this year in British Journal of Surgery. They did a randomized clinical study with primary umbilical hernias, and they compared IPOM with fascial and without fascial closure.
And what they found is a significant reduction of seroma formation after 30 days and a significant reduction of the cumulative 2-year recurrence rate. They found 7% in the closure group versus 19% in the non-closure group. So this is the first really good study showing that the defect closure may be superior or is superior, at least in the repair of primary umbilical hernias. The trends in incisional hernia repair is analyzed in detail by Köckerling and colleagues using the HerniaMed registry and 61,000 patients. And the important thing is that 10% of these patients are treated by suture repair. LAP-IPOM decreased from 33% to 21%. Open sublay increased. And the other techniques like Milos, EMILOS, ETAP, etc., increased from 4.5% in 2015 to 10%. Though the hype of LAP-IPOM is a little bit decreasing, but it seems to be stable at 21%. So in summary, the major series with well-controlled data quality and recent review clearly showed that LAP-IPOM is associated with a lower rate of wound complication. That's the main important advantage of LAP-IPOM. But also long-term complications and reoperations rate are reduced. Reoperations can be performed safely. I could not show the data concerning this aspect, but this is also be shown in some papers. Of course, adhesions may occur and they may produce some problems with reoperations concerning obstruction. The defect closure should be the preferred option for laparoscopic repair, at least of umbilical hernia. So is there any indication for LAP-IPOM? Yes, I think there are good indications for LAP-IPOM depending on the size of defect. Of course, a recurrence after open repair is a good indication. Impaired and comorbid patients are very well suitable for these procedures, and previous deep wound infections, which are predisposing also wound complications, should be treated by laparoscopy, as well as pre-existing risk factors for wound complications. A really effective, safe, and long-lasting anatomic reconstruction should be recommended for active and heavily working patients, and this will work only with the open procedures using sublay or pre-peritoneal mesh placements for transverse incisions. And this has been published by Anil Sharma and me in 2018, the current role of laparoscopic IPOM repair and abdominal wall reconstruction. And I would like to conclude that there is a role of laparoscopic IPOM repair in abdominal wall reconstruction. Thank you very much for your attention. Pablo, tu veux dire un petit mot? Ben, j'ai trouvé que c'était intéressant de nous rappeler peut-être la place que peut avoir l'IPOM Cellio si tant est qu'elle en ait une encore. Ça restera ouvert à la discussion justement. Je laisse Eric Magne nous présenter l'intervention suivante. Alors moi, c'est un grand plaisir de présenter Jean-Pierre Cossa. Jean-Pierre Cossa, il est avec Philippe No et quelques-uns de leurs associés. Il est un des leaders mondiaux, même on peut dire, d'une nouvelle technique d'approche des hernies ventrales. Il va nous parler de la VTEP. Ils ont publié une très belle série d'une centaine de cas, je crois que c'était 112. C'était en avril dernier, en avril 2020, dans Surgical Endoscopy. Et c'est une technique pleine d'avenir. Et donc,
C'est avec grand plaisir qu'on va pouvoir l'écouter. Jean-Pierre. Bonjour à tous. En matière de chirurgie ventrale, depuis plus de 2 ans, voici mes disclosures, l'implantation rétromusculaire fait le top des publications avec de nombreuses techniques et tout récemment des guidelines de l'EHS qui valident la possibilité de cette implantation rétromusculaire tout en aujourd'hui ne pouvant démontrer son intérêt de façon formelle par rapport aux autres implantations, notamment intrapéritonéales. Au sein de l'Institut de la hernie, nous avons depuis plus de 2 ans maintenant développé ce principe d'une implantation rétromusculaire mini-invasive par une approche totalement extrapéritonéale que nous avons appelée VTEP en la déclinant en 3 sous-approches différentes, qu'elles soient descendantes, ascendantes ou latérales, en fonction essentiellement du siège de la hernie et de la préférence de l'opérateur. L'idée étant toujours de mettre en connexion les 2 espaces rétromusculaires à l'aplomb de la ligne blanche que l'on respecte en évitant une effraction trop superficielle et en évitant une effraction trop profonde de l'espace péritonéal. Nous avons publié une première série cette année de 112 patients et nous avons d'emblée été impressionnés par la qualité du confort post-opératoire de cette opération. Néanmoins, avec le recul, un certain nombre de patients sont revenus avec une ballonisation de leur sangle abdominale que nous avons attribuée à cette technique initialement qui mettait donc en incisant les 2 feuillets postérieurs des gaines des droits en connexion les 2 espaces, en négligeant leur reconstruction au moyen d'une suture, parce que nous faisions confiance à la fibrose périprothétique pour reconstruire de façon suffisamment solide le plan postérieur. Cette correction a été faite puisque, à l'instar de Lee, nous nous sommes mis à refermer par suture ces 2 feuillets postérieurs et, dans un souci d'ergonomie, nous avons petit à petit abandonné ou délaissé la voie latérale pour privilégier des approches axiales de VTEP, que ce soit par voie descendante ou par voie ascendante. L'idée alors est alors née de mettre en connexion d'emblée les 2 espaces rétromusculaires pour permettre une facilité de réalisation mini-invasive de cette opération. Pour ce faire, nous avons utilisé une endo-GIA, le principe étant d'introduire les 2 morts de l'endo-GIA dans les 2 espaces rétromusculaires, après une incision ponctiforme des 2 feuillets antérieurs des gaines et après avoir récliné les chefs musculaires, puis de réaliser cet agrafage, ce qui donne une connexion immédiate des 2 loges rétromusculaires, et ce qui permet tout de suite la mise en place du premier trocar optique, qui va donc, vous le voyez sur cette vue opératoire, être d'emblée dans les 2 espaces rétromusculaires et permettre ainsi la mise en place des 2 trocars latéraux pour la conduite de l'opération. Ceci étant vrai dans une approche laparoscopique conventionnelle et bien sûr dans une approche laparoscopique robot-assistée, puisque nous en avons aujourd'hui une trentaine à notre expérience. Le principe est donc tout à fait déclinable en voie descendante et en voie ascendante, strictement le même, tout en tenant compte bien sûr de l'arcade de Douglas pour la voie ascendante. Une fois que la connexion est initiée, on va se porter progressivement en descendant ou en remontant sur la déhiscence hernière qui va être réduite, puis réparée par une suture postérieure qui est conduite axialement tout le long de l'ouverture des 2 feuillets. On met ensuite la prothèse et l'intervention est terminée. Pour cette réparation pariétale, il est nécessaire d'utiliser des prothèses qui ont une résistance ventrale supérieure à celle qui est requise pour les approches inguinales. Et dans ce type de prothèse, je voudrais vous présenter cette prothèse en PVDF, qui est une prothèse innovante, bien connue de nos collègues allemands, puisqu'elle émane des travaux de recherche de l'équipe de Schompelik d'Aix-la-Chapelle,
Et l'idée à la base étant celle d'optimiser la biocompatibilité sur le long terme des prothèses, puisque sur ces vues en microscopie électronique, vous voyez des dégradations qui apparaissent, que ce soit dans les prothèses en polypropylène ou en polyester, et ce qui est beaucoup moins le cas avec ces prothèses en polyvinyle, diuen, fluoride, en PVDF. La force de ces prothèses, c'est une initiation de la réaction conjonctive à corps étranger moins importante, et donc la garantie d'une intégration prothétique supérieure, notamment par l'optimisation de la porosité effective qui va être le relais de la porosité initiale de la prothèse. Vous voyez les caractéristiques de cette prothèse, des mailles qui sont larges, avec une porosité effective d'emblée importante, mais surtout une porosité initiale d'emblée importante, mais surtout une porosité effective garantie à 60%, tout en octroyant à ce filet prothétique une résistance structurelle importante, une stabilité maximale supérieure à 32 newtons par centimètre, très très largement au-dessus des seuils physiologiques requis, et une déchirure également supérieure à une force de déchirure supérieure à 26 newtons. Voici une étude qui montre cette stabilité structurelle du PVDF par rapport au polypropylène. Et par ailleurs, autre caractéristique notable de ce PVDF, une absence d'anisotropie, c'est-à-dire une absence de déformabilité structurelle de la prothèse selon son axe d'implantation, axial ou transversal, et ce qui permet une intégration sur le long terme bien plus stable par maintien de la surface de couverture du défect. Enfin, cerise sur le gâteau, ce travail de Kloster-Alphen qui démontrerait une adhérence bactérienne plus réduite de cette prothèse, en tout cas in vitro. Ceci demande à être démontré par des travaux chez l'humain, une adhérence réduite des germes au filet prothétique, que ce soit en matière de germes cutanés ou de germes digestifs. Différents types de références pour ces prothèses, quelle que soit la technique de réparation pariétale, ventrale ou inguinale que vous souhaitiez. Le Club Hernie qui est mandaté pour réaliser une étude en exclusivité avec ce type de prothèse, puisqu'on n'y en a pas en France. Je vous dis, elle est très largement implantée en Allemagne, mais elle ne l'est pas encore en France. Deux gammes 6-4 pour le traitement d'hernie ventrale, Endolab pour le traitement d'hernie inguinale. J'en ai apposé à ce jour à peu près une vingtaine, que ce soit en ventral ouvert, en inguinal ou bien sûr en VTEP. Et je vous encourage à réserver le meilleur accueil aux représentants de la société Dynamatch, ou plutôt Intermédical, qui est le distributeur en France, dont je vous ai mis les coordonnées, Patrick Messonnier, en bas à droite. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Jean-Pierre pour cette présentation sur une technique vraiment novatrice qui allie à la fois le mini-invasif et le principe qui semble maintenant gagner le terrain comme la référence, qui est la prothèse en position rétromusculaire ou prépéritonéale, Sublet qu'on disait auparavant. Je souhaite juste rappeler à chacun et à chacune que si vous participez, vous envoyez vos questions, vos commentaires, vous pouvez le faire sur le site. Et surtout, ce serait bien de bien noter à quelle présentation vous faites allusion. Et éventuellement, vous pouvez aussi vous identifier pour qu'on puisse mettre des visages ou des noms sur vos commentaires, que l'interaction soit un petit peu plus riche. Parce qu'on commence à recevoir là, en effet, des questions, mais des fois, on pourrait ne pas savoir à quelle présentation elle s'adresse. Donc, merci de bien le noter. La parole donc à Laurent pour introduire la présentation suivante. Merci Pablo. Je suis très heureux d'introduire la communication suivante et j'introduirai aussi celle qui suit parce que ces deux communications donc, ont trait à l'approche robotique des éventrations. Alors vous le savez, ça fait plus de 20 ans que personnellement je fais du robot donc dans la chirurgie digestive et pendant des années, l'utilisation du robot dans ce domaine avait été considérée comme un petit peu superflue. Et il faut savoir que je crois que depuis 3 ans, c'est la chirurgie digestive qui est en tête dans l'utilisation de la robotique, avant la gynécologie,
avant l'urologie. Et c'est lié essentiellement justement à l'utilisation du robot dans les cures d'éventration, notamment aux États-Unis. Donc, quand on voit quelques films de technique, on se rend compte qu'effectivement, le robot apporte un plus. Et je félicite donc Jean-Pierre Cossa aussi pour avoir mis ça en œuvre avec des résultats que l'on va voir. Alors, la première communication donc, est celle de Pierre Blanc et de Cyril Cupéras. Donc, Pierre Blanc travaille à Saint-Étienne, Cyril à Dijon. Je dirais quelques mots de Cyril parce qu'il y a quelques années, Cyril venait de recevoir le robot dans sa clinique et il n'avait pas de pratique du tout. Et il est venu passer une semaine à Nancy. Et en une semaine, on l'a formé à la fois à l'école de chirurgie par simulation et au bloc opératoire. Et la semaine d'après, il avait fait son premier malade qui était un bypass. Donc, je suis particulièrement heureux d'entendre ce qu'ils vont nous dire. Bonjour, merci aux organisateurs pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Nous vous présentons Cyril Cupéras, les hernies ventrales sous robot, technique et registre de la paroi. Donc, vous savez qu'en cystoscopie, la situation la plus fréquente utilisée, la situation intrapéritonéale, et bien, la chirurgie robotique permet peut-être de nous faire améliorer cette technique. Vous savez que la situation peut-être la plus physiologique d'un renfort prothétique est la situation rétromusculaire et non pas la situation intrapéritonéale. L'anatomie, vous savez que sur la ligne médiane, on est en prépéritonéal, qu'en arrière des muscles grand droit, vous êtes en rétromusculaire et que latéralement, on peut être en rétropéritonéal si on fait une tare en incision le muscle transversus abdominis. Cette incision doit se faire à 1 à 2 cm du muscle grand droit pour éviter les pédicules vasculaires nerveux et ceci nous permet de bien médialiser le plan postérieur. Cette technique peut se faire comme pour les hernies, soit en totalement extra-péritonéal, soit en trans-abdominaux-pré-péritonéal. Donc, vous voyez que la dissection sera verticale latérale, le but étant de mettre en place un renfort prothétique en situation rétromusculaire avec fermeture de diastasis s'il est présent, une tare si nécessaire et éventuellement un double arrimage, ce que je vais vous montrer. Le choix se fait en fonction de la taille du défect et de la taille de l'espace rétromusculaire, de la nécessité du débord du renfort prothétique et bien sûr une suture sans tension. La période d'apprentissage est d'environ 60 procédures, c'est pour ça que souvent les chirurgiens commencent par les hernies inguinales. La chirurgie robotique permet probablement donc d'améliorer la technique avec les avantages de la robo-assistance, peut-être moins de douleur, surtout un renfort prothétique qui n'est pas en situation intrapéritonéale. Et pour ce qui est du coût, avec la diminution d'hospitalisation, peut-être que ce n'est pas plus cher que la cystoscopie. Donc les données du registre avec toutes les limites de ces données, puisque beaucoup de chirurgiens sont dans la période d'apprentissage, plus de 180 procédures, essentiellement des voies intrapéritonéales, peu de fixation, très peu d'ambulatoire, une durée opératoire plus longue qu'en cystoscopie. Le cas que je vais vous montrer est donc une éventration sur le fils de trocar et vous voyez que le défect est presque aussi large que l'espace rétromusculaire, il faudra donc faire une tare. La différence par rapport à la cystoscopie, c'est que ce n'est pas le chirurgien qui se déplace, mais pour mettre 3 trocars d'un côté puis 3 trocars de l'autre, il faut que le patient fasse avec les robots SI et X une rotation en salle, alors que les bras du robot, représentés par les traits, ne bougent pas. Donc voici la technique film de Dr Cupéras. Donc l'intervention commence par l'incision de la ponévrose musculaire sur le bord externe du défect. Main gauche bipolaire, main droite schizo-monopolaire. Vous êtes dans un plan avasculaire. Une fois que vous êtes à la limite de la dissection, incision de la ponévrose musculaire postérieure pour pouvoir exposer le muscle transversus abdominis et passer dans l'espace pré-péritonéal, faire ce qu'on appelle une tare. Vous voyez l'intérêt du robot, précision, stabilité de l'image, dissection fine, précise. Donc la dissection est portée le plus latéralement possible, le but étant de mettre un renfort prothétique le plus large possible. Donc c'est une chirurgie qui a duré 5 heures avec un montage de 5 minutes. Une fois que la dissection est faite, rotation du patient, incision sur la ligne médiane.
avec réduction du sac herniaire. Donc là, c'est le côté contralatéral. Là, vous êtes dans l'espace prépéritonéal sur la ligne médiane et vous verrez, une fois la réduction faite, qu'il y avait, en plus de la récidive de l'éventration, un diastasis. Donc c'est une chirurgie peu hémorragique. Réduction des sacs herniaires, du fascia superficialis. Une fois que la hernie a été réduite, que la ligne médiane a été dégagée, incision de l'aponévrose musculaire de l'autre côté, au bord interne du muscle grand droit, dissection rétromusculaire préaponévrotique le plus latéralement possible. Donc vous voyez le diastasis en haut, dissection latérale, dissection verticale. Une fois que vous êtes à la partie externe de la gaine des grands droits, incision de l'aponévrose musculaire postérieure, de manière, là encore, à effectuer une tare. On voit très bien ici le muscle transversus abdominis qui est sectionné, passage en intrapéritonéal. Et là, on va retrouver les trocars qui avaient été placés en intrapéritonéal, qu'il faudra placer dans l'espace prépéritonéal, ce qui explique le défect que vous voyez à gauche de l'écran, c'est l'ancien orifice de trocar. Donc, dissection le plus latéralement possible, au-delà de l'emplacement des anciens orifices de trocar. Une fois que cette dissection est terminée et que tous les trocars ont été placés dans l'espace prépéritonéal, bien sûr, fermeture de tous les défects pour éviter les éventrations post-opératoires, les occlusions post-opératoires. Cette fermeture, même après 5 heures d'intervention, est facilitée par la roboassistance à la position assise, l'articulation des instruments. Ça devient de la laparotomie en célioscopie. Fermeture également sur la ligne médiane des aponévroses postérieures, et vous verrez que grâce à la tare bilatérale, la fermeture est totalement sans tension. Cette fermeture se fait au fil cranté résorbable. Il est parfois nécessaire d'utiliser plusieurs surgés, un surgé qui va de haut en bas et un surgé qui va de bas en haut, de manière à fermer progressivement les deux berges. C'est ce qu'on voit ici, il y a 2 aiguilles. Une fois que ceci est fait, fermeture du défect antérieur avec fermeture et diastasis. Le plus souvent, ceci se fait au fil cranté non résorbable, même si le professeur Bouillot utilise toujours du fil résorbable. On profite de la polyarticulation des instruments. Vous voyez que là, le chirurgien est en revers, en coup droit, je veux dire. Plicature également du sac herniaire pour diminuer le risque de sérum post-opératoire. Et fermeture complète antérieure qui, pour un abord latéral, est très difficile en célioscopie classique. Une fois que ceci est fait, mise en place d'un renfort prothétique de polypropylène. Ici, c'est un renfort prothétique auto-agrippant type ProGrip qui mesurera 20 sur 30 cm. Avec une durée d'hospitalisation, dans ce cas-là, de 2 jours. La fermeture, fin de la fermeture, mise en place du renfort prothétique. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne fin de congrès. Merci et à très bientôt, j'espère. Bien, écoutez, on peut quand même féliciter Pierre pour ce magnifique film qui montre quand même que ce n'est pas si facile et qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage et on en verra les résultats. Alors, on va maintenant introduire la communication suivante qui sera faite par Ishan Inan de Genève. Alors, il travaille à la clinique Beaulieu et j'ai une petite anecdote là-dessus, puisque je connais bien la clinique Beaulieu, puisque au tout début de la robotique en France, il y avait donc une équipe avec le docteur Rochat, qui est urologue,
qui a développé à Genève la robotique, et il avait organisé une des premières réunions multidisciplinaires. Et on avait été extrêmement bien reçus dans cette clinique, et c'était vraiment les prémices de la robotique. Et quand on voit où on en est aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir écouter ce que va nous dire donc Ishan à propos, là aussi, de la prise en charge des éventrations sous robot. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Très honoré de parler dans ce magnifique meeting de MESH 2020. Cette année a été très particulière à cause de Covid-19. On espère des années meilleures et se retrouver tous ensemble à Paris à nouveau. For the sake of the international character of the meeting, I will try to speak in English. So these are my disclosures. I will talk to you about my setting very shortly, my journey to inguinal and ventral hernia, some numbers in robotic hernia repair, and some take-home messages. I'm a digestive surgeon in private practice since more than 10 years in Geneva, Switzerland. My academic base is Geneva University Hospital. We are active in minimally invasive hernia surgery since 1993, 1994. And with the robotic platform since 2006, at the very beginning of the robotic surgery. That being said, I'm not a hernia surgeon alone. I'm a digestive surgeon with heavy activity of colorectal surgery, cancer surgery. The following diapositives are the only ones that was given to me as information from intuitive surgery. These are the different numbers of robotic platforms active in Switzerland. We are here in Geneva. And these are the numbers of robotic hernia repairs in Switzerland. We see that in 2015 and 16, there was almost nothing. The red numbers are my own numbers. And when we arrived to last year, we have almost 800 cases done in Switzerland. My hernia journey is very similar to everyone. We started with tissue repair, Schuldeis, Valtiodel, McWay, and we started in 1993 with the guidance of Bégin and Duluc with TEP repair, TAP repair, and then afterwards daycare repairs, ambulatory surgery for laparoscopic approach. Then in 2007, we started with simple RTAPPs, and then afterwards more and more complex surgery with robotic platform. I have some caveats about what I'm talking about. Unfortunately, I cannot speak about the Swiss numbers because I don't have any details. I'm working in a private practice, so there is no teaching activity, there is no rounds. My surgical assistants are not in teaching. They are board certified surgeons and the anesthesiologist as well. We don't do any ambulatory or daycare services, all in hospital care. And all my hernia data is prospectively collected since more than 10 years in independent the European database. These are my numbers, my hernia numbers. Red and yellow is laparoscopic surgery. Blue and green is robotic surgery. As you see, we started in April 2017 with the arrival of XI platform. Before the other platforms, I was not very comfortable with, and the robotic surgery was more anecdotic than something else. Then with the XI platform, it's really started to be integrated in all my activity. Here you see my different numbers with the different surgeries. We are using the robotic platform in the last years very straightforwardly. As you see here, the particularity is that my robotic activity is more than my hernia activity. So I do robotic colectomies, gastrectomies, and a different type of complex surgery with the robotic platform, because I believe that the robotic platform is a whole of activity
that covers minimally invasive surgery. It's a tool. It's not a robotic surgery. It's another complex tool. That's the unilateral hernia repairs. Red one is my laparoscopic mean laparoscopic time. This is my consult time, and this is skin to skin. So definitely my mean operating time is longer, a little longer than the laparoscopic surgery, but it's not a huge difference. And one should take in consideration that these are the mean numbers of whole the activity. Probably we are losing less time today than before. This is bilateral repairs. These are simple ventral hernias, and all the difference is with the complex repairs. Of course, complex repairs take time in open surgery or in laparoscopic surgery, but we are not doing the same surgery. That's a reconstructive surgery. And this reflects in the hospital stay. As you see, with the simple cases, the difference is not huge, but when you go to complex cases, unfortunately, complex cases stay more at the hospital. So I'm not quite sure that the robotic surgery is much more expensive than the laparoscopic or open surgery at the end, if we take in consideration all the costs. So at the beginning, the robotic platform was bought by the urologist for the urologist in our centers. That's the situation in 2015. The urologists are doing the big part of the surgery, and gynecology and digestive surgery are very small in numbers. But when we come to these years in 2019 and 2020, we see that urologists, yes, they are doing a little less probably, but we are doing a lot more gynecologists as well. If we are doing better, if our results are better, it's not only because the technology is perfect. We evolved also with other components of the surgical care. I'm a profound believer of ERAS principles and prehabilitation that we applicate to all our surgery. And I think that these are fundamental game changers. Pain management is a very important part of the ERAS protocol. We use neuromuscular blockades done by the surgeon intraoperatively under US guidance. Ergonomics in surgery is very important. We know all that laparoscopic surgery for abdominal wall repair may be very, very difficult to our backs and shoulders, and most of the surgeons are suffering from back pain, shoulder pain, as I do sometimes with the laparoscopic surgery. But as you see, robotic surgery is done in a very nice ergonomic position. You can pass hours in this position. Don't forget to pay a coffee to your bedside assistants, because bedside assistance is very, very important in this surgery. So thank you very much for this opportunity. Hopefully we will see each other next year. Alors, je prends la parole pour me faire le relais de la salle, puisqu'il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées. Et Pablo, je vais parler sous ton autorité. Je pense qu'on peut peut-être regrouper d'abord les deux premiers sujets, comme tu l'évoquais tout à l'heure, et centrer les questions sur ces deux communications. Alors, on me demande, pour Florent Jurzac, si il y a d'autres indications de prophylaxie de renfort pariétal en matière de stomie, s'il a envisagé notamment de le faire pour les colostomies, s'il a envisagé même de le faire pour les médianes en chirurgie colorectale.
Alors, en prophylaxie sur les fermetures de colostomie, personnellement, j'en fais déjà. Certains praticiens du groupe ont déjà rentré quelques datas dans le registre. D'autant plus qu'en colostomie, souvent la colostomie est laissée un peu plus longtemps, l'orifice pariétal est plus large et il y a souvent sur des colostomies latérales plus d'éventration vraie individualisée lors du rétablissement de continuité, d'où l'intérêt à la fois d'une prophylaxie, mais aussi d'une cure d'éventration à ce niveau. En prophylaxie pariétale, ça peut être envisagé. Il y a déjà pas mal d'études, dont les Espagnols, qui ont montré l'efficacité en laparotomie avec une prothèse synthétique. L'intérêt de la prothèse résorbable est de ne pas être focalisé sur le risque infectieux prothétique, puisqu'au bout d'un certain temps, long il est vrai, la prothèse disparaîtra complètement. Bien, merci Florent. Alors des questions au sujet de la communication de Niki Christou. On s'interroge sur l'expérience des chirurgiens qui ont saisi les prothèses, qui ont implanté les prothèses, enfin qui ont fait les réparations. Ont-ils justement une habitude, sont-ils fixés sur un certain type de prothèse? On signale notamment qu'il est fait mention de prothèses microporeuses et un de nos internautes signale que ça fait longtemps qu'il ne voit plus de prothèses microporeuses pour la cure des réparations inguinales. Alors, je ne sais pas si l'un de vous souhaite réagir. Non. Alors, on est quand même très heureusement surpris effectivement de ce très faible taux de sepsis, 0,26%, mais quand même pour une chirurgie bénigne, c'est le minimum qu'on puisse en attendre, mais c'est effectivement détonnant par rapport à la littérature. Est-ce qu'il faut y voir une expérience plus importante des chirurgiens qui ont participé à l'étude ou pas? Jean-Pierre, moi, il y a quelque chose que j'ai mal suivi peut-être. Est-ce que c'est une majorité de chirurgie laparoscopique ou est-ce que dedans, il y a aussi de la chirurgie ouverte? Parce que s'il y avait vraiment beaucoup de chirurgie laparoscopique, c'est sûrement un biais, mais de bonne qualité. Non. Dans le club Ernie, dans cette série, il y a à peu près deux tiers, un gros tiers de Liechtenstein et de type de trans de type par voie inguinale. Donc là, c'est très balancé entre laparoscopie et open. Ça, c'est très intéressant. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que dans cette série, dans le club Ernie, on a suivi les préconisations de l'époque qui étaient de ne pas faire d'antibioprophylaxie. Alors que maintenant, on l'apprendra cet après-midi, les recommandations ont beaucoup changé, puisque même maintenant, dans les cures de hernie avec prothèse, on en est revenu à proposer de l'antibioprophylaxie. Donc cette série qui est quand même, de plusieurs milliers de cas. 20 000. Cette série de 20 000 cas avec un taux d'infection extrêmement faible a été obtenue sans antibioprophylaxie. Mais c'est vrai qu'on peut se lancer des fleurs. C'est une étude du club Ernie avec des chirurgiens qui sont particulièrement intéressés à cette chirurgie. Alors, on peut noter quand même ce petit bémol sur les prothèses qu'on ne comprend pas très bien dans l'étude. Pourquoi les prothèses en polyester macroporeuses semblent se détacher un petit peu? Surtout, peut-on vraiment tirer des conclusions de chiffres aussi bas? Oui, alors, on est en train de chercher un facteur confondant qu'on avait déjà cherché, parce qu'actuellement, Niki Christou est en train de travailler sur le même sujet pour la cure des hernies ventrales et des éventrations. Et là, dans les hernies ventrales, il y a
un petit peu plus d'infections avec le polyester qu'avec le polypropylène, alors que dans ce qu'on vient de voir là, dans notre série en inguinal, c'est plutôt l'inverse. Donc il y a quelque chose, on est en train de travailler dessus. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Hein. En inguinal, alors il y a sûrement des biais sur lesquels on est en train de travailler, mais et quand on parle d'une différence, en inguinal, la différence entre polypropylène et polyester est extrêmement ténue, à la limite de la significativité. En ventral, c'est différent. Mais là, les résultats, je ne peux pas vous en parler puisqu'on est en train de travailler dessus. Et ils vont être publiés dans un petit moment. On avait ressorti les... Pardon, excusez-moi. On avait ressorti, je crois, les datas il y a quelque temps. Il y avait une seule infection après célioscopie. Conditions un peu particulières, je crois, parce que c'était dans les suites immédiates d'une coloscopie. Donc, y a-t-il pas un biais déjà compte tenu de la technique réalisée, et y a-t-il pas plus de prothèses en polyester utilisées lors de ces techniques célioscopiques, ce qui pourrait expliquer le différentiel? Exactement, tu as raison. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi expliquer la différence, non pas tant par le polyester ou polypropylène, mais par le caractère monofilamentaire ou paucifilamentaire. Je me souviens par exemple, nous on a utilisé beaucoup la prothèse de Dacromax Mercienne pour le cure des éventrations et des hernies aussi. Et c'était des prothèses de polyester, mais qui étaient multifilamentaires, avec des gros pores et des petits pores. Et il avait été démontré que le taux d'infection était plus important avec ce type de prothèse qu'avec les prothèses de Prolède ou de Marlex qui étaient monofilamentaires ou bifilamentaires. Alors, juste un petit rappel de statistiques, c'est comme l'événement infection de prothèses en inguinal est extrêmement rare, notamment dans cette série, bien qu'on ait des effectifs énormes, très importants, on a beaucoup de mal à sortir des significativités car l'événement était extrêmement rare. Et alors, une petite question supplémentaire, si j'ai le temps. Pour revenir sur les prothèses microporeuses, il n'y a aucun de vous qui a une idée du type de prothèse, qu'est-ce qu'elle appelle des prothèses microporeuses? Parce que ça paraît effectivement étonnant que de traiter des hernies inguinales avec des microporeuses type Gore-Tex, par exemple. Bah oui, c'est ça. Il y a probablement eu des prothèses en gore, peut-être des prothèses de problèmes de première génération qui... Il y a peut-être eu du glucamèche également. Oui, d'accord. Une petite question pour Florent, ou un commentaire. Je trouve que les résultats sont très bons, mais tu sais qu'il y a une étude Grécard qui a été faite, un petit peu du même type, qui consistait à prévenir les éventrations lorsqu'on réalise une stomie définitive, avec mise en place donc d'une prothèse en rétromusculaire. Alors les études préalables qui n'étaient pas randomisées, c'est là où je veux en venir, étaient relativement favorables. Et finalement, dans l'étude Grécard qui était randomisée avec donc, plusieurs centaines de patients dans chaque groupe, les résultats sont identiques. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, alors bien sûr que c'est lourd, mais en passer par une étude randomisée pour le même type d'étude que tu as faite? Il y avait un problème de technique, puisque c'était le keyhole qui avait été retenu, je crois, et qui montrait qu'avec la rétraction de la prothèse, l'orifice s'ouvrait et qu'il y avait un taux d'éventration et qu'il fallait plutôt envisager un Sugar-Baker avec une prothèse recouvrant parfaitement l'orifice et le côlon extériorisé. Moi, je serais très intéressé de mettre en place une prothèse totalement résorbable biface en Sugar-Baker, en sachant que le laboratoire Bard indique qu'il ne faut pas mettre la prothèse au contact du tube digestif, bien qu'elle soit complètement résorbable. Donc, on est un peu le cul entre deux chaises sur son utilisation en Sugar-Baker à cause de ce problème-là. Alors, il y a un point important quand même à souligner, c'est qu'on parle de choses tout à fait différentes. L'étude de Grécard à laquelle fait allusion Laurent, comme l'étude Stomamesh suédoise qui a donné pratiquement les mêmes résultats, est une étude de l'éventration au moment où on sort la stomie. Alors, de Florent, c'est une prothèse préventive au moment où on ferme la stomie pour prévenir que derrière, il y a une éventration sur site. Et dans cette même dynamique, on a eu cette année, dans le Lancet 2020, en février, la publication de l'étude ROX, cette fois-ci avec une prothèse biologique,
qui a conclu en effet à la supériorité de la prothèse, donc une biologique non réticulée en l'occurrence, mise sur le site d'ostomie au moment de la fermeture de la stomie. Je pense que ce sont quand même deux situations différentes. On va évoluer vers d'autres questions que je vois arriver sur le chat, namely regarding Dieterberger presentation. There are some comments about the title of your presentation, because you present IPOM thinking it was the standard one day, but some people, and I join their commentary, some people do not agree that IPOM or lap IPOM was a standard. And another comment wants to underline that all enterocutaneous fistulas after mesh-based correction appear after lap IPOM. So what would you say about this? Well, primarily I started in '99 with laparoscopic IPOM, and in the following years I did almost all incisional hernias by lap IPOM. In the meantime, I perform about 50% open and 50% laparoscopic procedures. So the development is away from a standard procedure in all cases to selected cases, the tailored approach. I think that's true for every kind of hernias. That's the one point. The second point is you have good indications for laparoscopic IPOM, and I pointed them out in the last figures I showed. The third thing concerning enterocutaneous fistula, I've never seen an enterocutaneous fistula in almost 2,000 of these lap IPOM procedures, but in fact they have been described. But if you look on the very well documented Danish hernia database, this is not a problem, not at all. The problem is the occurrence of any intestinal obstruction in this study. And that's what we have seen as well in a very few patients only. But of course, it's clear some patients develop more adhesions, some patients develop only a few adhesions to the mesh, but these adhesions may be the reason why any obstruction may occur. And this has been shown in the Danish study, but well, that's one problem, of course, but the problem of enterocutaneous fistula is not the major problem, not at all. Okay, thank you. That when we look at the three following presentation, we realize that people is trying to conserve a mini-invasive approach, but moving regarding the position of the mesh toward as retromuscular position. So I think that there is a general international move from intraperitoneal to retromuscular position, trying to conserve whenever possible the advantage of the laparoscopic approach. You don't think this is the significance? This doesn't point out something really important? I think this development is clear, and I can follow this development up to a certain point, because the difference between the lap IPOM and the minimal invasive procedures with the retromuscular placement of the mesh, the difference is the amount of dissection and the trauma of the surgical procedure itself. And if you have a patient with a deep wound infection or a long-lasting wound infection after a primary laparotomy, and we see these patients. I'm a GI surgeon. I have a lot of experience with major GI procedures. And these patients may be better treated with lap IPOM with
leaving all the primary infected area intact than with a procedure which makes a big amount of trauma and a big scar at the end. Therefore, we don't have real good data comparing a good indication for a pre-peritoneal approach to a laparoscopic IPOM approach. We need these data, and we need the good and well-documented registries in order to find out the real indication for the different procedures. I'm absolutely agree that LAP-IPOM is not suitable for all patients, but in some patients, it's a very good alternative. It's the same thing for recurrences, parietal surgery and recurrences, like groin hernia recurrences after local incision. It's the same thing. Yeah, if you have a retromuscular mesh in a previous procedure and you have a recurrent incisional hernia, it's much easier to do it laparoscopically, of course. And you have it's possible to do another retromuscular mesh. I have done that, but it's much more extensive preparation and much more damage to the tissue. Yes. And some regions in the abdominal wall are sometimes also better suitable for LAP-IPOM than for open procedures. For example, the subxiphoidal region, if you want to do an anatomical reconstruction, as I prefer, if I do an open repair, I always try to achieve anatomical reconstruction. And the anatomical reconstruction in the subxiphoidal region is sometimes difficult. And therefore, in this region, it's easier to do LAP-IPOM. Bien, alors on va continuer dans les questions de la salle. Pour faire une petite transition allemande, on va parler des prothèses en PVDF qui sont très implantées là-bas. Et on me demande le prix de ces prothèses. En fait, il est pour l'instant exactement aligné sur celui des prothèses françaises. C'est-à-dire que si vous recevez quelqu'un de la société intermédicale, il s'alignera sur le prix des prothèses que vous posez. D'autre part, on me pose la question sur les astuces éventuelles des installations du robot pour la conduite des réparations ventrales extra-péritonéales. C'est André Dabrowski qui me pose cette question. En fait, évidemment, cette installation du robot est très spécifique. Il faut faire attention au conflit de bras, il faut donc savoir suffisamment espacer les trocars, il y a des petites astuces de positionnement, il faut aussi faire attention aux éventuels appuis non contrôlés. Alors en voie descendante, c'est-à-dire avec un abord sous-xiphoïdien, il faut faire attention à la tête du patient, il faut souvent la tourner sur le côté. Et puis dans les abords ascendantes, c'est-à-dire avec les trocars qui sont suscubiens, il ne faut pas les mettre trop bas. Pour éviter les conflits avec les jambes et avec les cuisses. Et puis, il faut faire attention lorsqu'on positionne le premier trocar à ne pas se perdre dans l'espace sous-péritonéal. Le franchissement de l'arcade de Douglas, ce n'est pas toujours évident. Ça, c'est dans le repérage avant l'installation robotique. Voilà. Sinon, on a des questions toujours sur le robot. Jean-Pierre, un petit mot en tant que président de séance. On n'est pas en retard du tout. On a encore un quart d'heure pour les questions concernant cette session. On peut prendre tout son temps pour discuter encore. Jean-Pierre, j'ai une question à te poser sur la VTEP. Comment vous gérez les coûts, parce que c'est du pratico-pratique en établissement. Ouais, c'est un vrai sujet. Comment tu gères les coûts? Alors, en VTEP simple, avec par exemple l'utilisation d'un agrafage, et puis surtout avec l'utilisation du robot, parce que c'est un petit peu actuellement le frein au développement de ces techniques qui sont pourtant extrêmement intéressantes. Tu as parfaitement raison de souligner cela. Alors, sur la VTEP non robot, l'argument est assez simple. La prothèse biface est beaucoup plus chère que la prothèse
simple rétromusculaire, donc elle pallie le surcoût de l'endo-GIA. Donc là, il n'y a pas de conflit avec les directions. D'ailleurs, on est en train d'évoluer sur ces techniques encore. On en parlera très certainement dans les prochains congrès. Mais concernant le robot, là, il y a un vrai sujet. J'ai occupé quelques heures de mon confinement passé à faire un beau PowerPoint justifiant plein d'arguments à présenter à ma direction pour pouvoir continuer à utiliser le robot. Et à la fin, on m'a juste répondu, faites votre travail de chirurgien et laissez-nous faire notre travail de gestionnaire. Donc, la discussion est loin d'être très ouverte aujourd'hui. J'ai un frein considérable dans mon activité robotique à ce sujet. Alors, il y a deux pas d'intuitif. D'abord, ils commencent à baisser leur prix sur les pinces. Ça, c'est une première clé d'ouverture. Et le deuxième pas, c'est qu'il y a une étude qui est en train de se monter grâce à Olivier Oberlin sur notamment les comparaisons des suites douloureuses des procédures IPOM versus robot, avec la possibilité de participation financière d'Intuitive pour nous aider, pour relancer cette implantation qui sera inéluctable de toute façon quand on voit les autres pays. Une petite question pour Pierre Blanc, toujours dans le cadre de la robotique. Alors, je pense qu'il a un système SI et qu'il est donc obligé de retourner le patient pour faire un côté après l'autre. Donc, je voulais savoir d'abord techniquement comment ça se passait. Et ensuite, s'il avait un XI, peut-être que ça serait mieux. Mais là, on rentre aussi dans des aspects financiers différents. Est-ce qu'il peut commenter là-dessus ? Merci pour la question. Déjà, je tiens à remercier l'équipe chirurgicale de Nancy, car Cyril Cuperas nous a appris la chirurgie robotique et c'est un très bon chirurgien robotique. Donc manifestement, la formation à l'école chirurgicale de Nancy est parfaite. Pour ce qui est du robot, oui, nous on a une vieille génération, le S6, qui pose beaucoup de problèmes puisque les articulations du bras du robot sont très grosses, donc c'est très imposant, c'est plus compliqué pour l'installation. Avec le XI qu'on n'a pas et que peut-être on aura, les bras tombent du plafond, donc l'installation est beaucoup plus facile, comme on a vu avec la présentation de Jean-Pierre Cossa, très belle présentation d'ailleurs. Donc nous, l'astuce qu'on a trouvée pour ce qui est de l'installation, c'est que les deux bras sont mis un peu à l'ancienne dans des draps, pour pas qu'il y ait de conflit avec des coques ou des appuis-bras sur le côté. Et le patient est placé un peu en hyper-extension, c'est-à-dire qu'on casse un peu le patient au niveau des lombaires pour ouvrir un peu l'espace entre le pubis et le rebord costal, ce que je n'ai pas pu vous montrer sur la vidéo. Alors moi, je n'ai jamais fait pour l'instant de double arrimage sur le SI. Cyril en a fait quelques-uns. C'est un peu compliqué, il faut anticiper avec les anesthésistes. C'est le patient qui tourne et pas le chirurgien. Les bras ne bougent pas, donc il faut trouver une astuce avec l'anesthésiste pour que son respirateur ne bouge pas, qu'il ne soit pas trop angoissé. Voilà. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué, hein. Et je vous invite à voir la présentation qu'a fait Eric Magne à l'Académie nationale de chirurgie il y a 15 jours, qui est en libre accès sur YouTube. Une très belle présentation sur comment personnaliser la technique de la chirurgie pariétale en fonction du patient et non pas adapter la technique en fonction des chirurgiens. Et il parle un peu des différentes techniques de la robotique. Et évidemment, le XI, comme dans tous les centres qu'on va voir de formation, simplifie un petit peu la technique. Et quand vous revenez à la maison avec le SI, eh ben, c'est pas pareil. Merci beaucoup. Il y a encore deux questions. Il y a eu un petit commentaire pour Pierre Blanc de son ami Jean-Luc Bouillot. Je ne sais pas s'il l'a lu, qui signale quand même qu'un tard pour un défect de moins de 8 cm, c'est peut-être réalisé en 5 heures, c'est peut-être à discuter. Voilà. Alors 5 heures, ça c'est sûr. 5 heures, en fait, c'est la période d'apprentissage et la rotation du patient avec le SI. On perd du temps, quoi. Puisqu'il faut désarrimer, tourner le patient,
Bien sûr, ça se discute. Hein. Non, toutes les innovations méritent plus de temps. Hein. Comme les premiers bypass, on mettait 5 heures. Exactement. Moi, maintenant, je mets 2 heures, Cyril met 1 heure. Voilà, donc après, la chirurgie robotique nécessite un vrai apprentissage et une nouvelle réflexion au sein de la salle, au sein du bloc opératoire. Ce n'est pas aussi intuitif que ça pour les vieux chirurgiens comme nous. Pour les jeunes chirurgiens, eux, ils se mettent dans la console, c'est presque simple. Pour nous, c'est quand même très compliqué, hein, psychologiquement, techniquement. Enfin, c'est une autre manière d'aborder les choses. Ce n'est pas aussi simple que ça. Est-ce qu'on peut poser une question à Ishan là, parce que j'étais très surpris de voir en tout cas dans sa clinique, les hernies, robotiques ou pas d'ailleurs, ne se font pas en ambulatoire. Donc ça, c'est un vrai problème. Et comment, là aussi, on parle de surcoût. En France, faire une hernie inguinale au robot, il y a le problème vraiment du surcoût qui est majeur. Et comment donc en Suisse, on gère ça? Et je sais très bien qu'on n'est pas sur les mêmes lignes de financement. Donc, disons, merci pour la question. Les financements sont complètement différents. Donc, on a un système public et un système privé en Suisse. Dans le système privé, on a la possibilité de faire de l'ambulatoire, mais l'ambulatoire est fait largement dans les services universitaires et publics pour des raisons financières. Nous, on fait la chirurgie hernière un peu comme selon les performances et puis les préférences des chirurgiens dans le privé. Et pour le coût, alors, comment vous arrivez à gérer le surcoût finalement du robot pour une hernie inguinale? Pour une éventration, j'ai bien compris, on peut gagner en France, l'intérêt c'est de gagner de la durée d'hospitalisation, et je crois que c'est un des gros objectifs. Là, comment vous l'argumentez et comment ça fonctionne? Écoutez, c'est une très bonne question. Je ne suis pas tout à fait sûr et certain que le robot coûte beaucoup plus cher pour la hernie inguinale. Ce qui coûte cher, c'est le temps opératoire dans la salle. Et pour autant qu'on puisse garder les mêmes temps opératoires pour la robotique et la laparoscopie, chose qui est présentée dans mes médias, le coût du matériel en soi n'est pas beaucoup plus cher. On travaille avec 3 instruments et une caméra. Les prothèses sont adaptées et puis les résultats sont au minimum comparables avec la laparoscopie. Le robot est de toute façon là, si on ne l'utilise pas, ce n'est pas utilisé. Bon, je crois qu'on reviendra sur ce sujet dans la dernière présentation de la journée, quand on fera un petit peu le tour de la littérature. Mais il y a encore une question sur le chat pour le Dr Inan. On dit, selon vous, quels sont les avantages de la ITEP et le R-Rivestopa par rapport à la R-TAP? Alors, c'est une magnifique question. R-TAP, c'est un accès intrapéritonéal. Et si vous voulez rentrer dans l'espace péritonéal, vous devriez ouvrir l'angle entre l'arcade costochondrale et la crête iliaque. Donc, vous devriez casser la table en hyperextension. Chose qui paraissait très, très simple au départ. Ce n'est pas aussi simple avec les personnes âgées qui ont des problèmes de la colonne vertébrale. Or, avec un accès ITEP, la table est complètement plate, donc on n'a pas besoin de hyperextension. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les adhérences intra-abdominales qui peut être gênant parfois pour faire une grande dissection. Quand vous êtes dans la paroi d'emblée, vous n'avez pas tellement ces problèmes-là. Et la troisième chose, c'est les prothèses qu'on utilise en R-Rivestopa ou bien ITEP. Dans mon expérience, c'est essentiellement du ProGrip qui est largement suffisant dans sa taille la plus grande, 15 x 30 cm, qu'on découpe et on reste totalement extra-péritonéal. Donc, j'ai commencé avec RTAPP. Il y a aussi l'inconsistance de l'épaisseur du péritoine, même avec des plus grandes astuces, vous pouvez de temps en temps vous trouver devant un péritoine qui s'effiloche et vous devriez avoir un plan B. Et souvent, le plan B, c'est
de partir en rétromusculaire, en TAROUP. Or, si vous rentrez dans l'espace rétromusculaire d'emblée, vous avez une dissection et puis un dommage tissulaire qui est programmé, qui est anticipé et puis reconstruit à la fin de ce mélange. Une petite réflexion, probablement ce problème péritonéal, on ne le retrouve pas en cœlioscopie. Moi, je fais de la table depuis 25 ans, je n'ai jamais eu ce souci-là, puisqu'on a un retour de force qui fait que peut-être lors de la suture, on peut mieux, et de la mobilisation, mieux apprécier la résistance du péritoine qu'en robotique. Je ne sais pas, moi je ne fais pas de robotique, mais c'est le possible petit problème dans ce type d'indication. Je bondirais dans le contresens, c'est-à-dire la robotique vous permet une telle précision dans la dissection. Moi, j'ai pallié moi-même, pour mon propre expérience, ce n'est plus un problème pour moi. Mais je fais beaucoup d'enseignements, j'essaye de faire du teaching pour d'autres chirurgiens expérimentés. Cet aspect de peler le péritoine et si on fait des trous par la suite, réparer le péritoine n'est pas aussi facile dans mon expérience à teacher. C'est mon expérience. Bon, Jean-Pierre Palot, je crois qu'il va être temps de clore cette session passionnante. On est très bien à l'heure là sur le script prévu, mais effectivement, il va être l'heure d'interrompre cette session qui a été très intéressante. Il faut remercier tous les orateurs et les belles présentations qui nous ont amenés. Il faut remercier aussi le public. Et il y a 130 personnes qui sont connectées en ce moment, qui ont posé des questions, qui ont permis une belle discussion. Et je crois que cette journée est partie sous des très très bons augures. Alors merci à tout le monde et je déclare donc cette session fermée officiellement. Alors, ne coupez pas vos écrans. Vous avez un petit quart d'heure pour vous faire un petit café, aller discuter avec les copains si vous en avez à côté, ce qui ne devrait pas être le cas. Faites votre café, buvez votre café et ne coupez pas le web parce que pendant la pause vont passer en boucle des informations de nos partenaires industriels que nous remercions vivement de leur soutien. On ne pourrait pas faire ce congrès sans eux. Et rendez-vous à 10h14 pile poil pour introduire la session de nos amis allemands. À tout à l'heure, 10h14.